Au nom du collectif Échec à la guerre, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième cérémonie de commémoration, cérémonie alternative du Jour du souvenir. Mon nom est Michèle Asselin, je suis directrice de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, connue sous l'acronyme ACOSI. C'est un organisme qui est membre du collectif depuis sa création il y a plus de 20 ans. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation d'animer cette cérémonie aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vous inviterai à reconnaître que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. La reconnaissance de la présence initiale des Autochtones sur le territoire constitue un premier pas vers la réconciliation des divers peuples qui y cohabitent aujourd'hui. Identifiant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, l'ACOSI considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure reconnaissance des droits autochtones et de soutenir le développement de rapport de nation à nation. La cérémonie d'aujourd'hui vient clôturer la 13e campagne annuelle du Coquelicot blanc qui s'est déroulée cette année sous le thème « Personne ne peut gagner, Russie, Ukraine, OTAN, négocier ». 2 semaines après le début de la campagne, après avoir été omniprésente dans les médias pendant plus d'1 an et demi, la guerre en Ukraine a presque disparu de l'actualité, éclipsée par les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre et depuis par la guerre aux accents génocidaires d'Israël contre la population de Gaza. Dans le contexte actuel, les raisons de porter le coquelicot blanc à la mémoire de toutes les victimes des guerres, très majoritairement civiles, et pour dénoncer la guerre et le militarisme, s'impose peut-être à nous encore avec plus d'acuité. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui nous permettra de réaffirmer ces valeurs en paroles, en chant, en musique et en création visuelle. Vous devriez normalement avoir reçu la programmation à l'accueil. Il a été annoncé plus tôt que Martin Forgue, un des parrains de la campagne du Coquelicot blanc, serait parmi nous, mais malheureusement, il a un empêchement et il s'excuse, ce ne sera pas possible qu'il soit là. J'aimerais aussi mentionner la présence d'un autre parrain, M. Jacques Goldstein, et je voudrais attirer votre attention parce que Jacques, qui est un auteur et un illustrateur bien connu, on le connaît sous son nom Boris, va à nouveau cette année créer un dessin en direct inspiré de nos luttes pour un monde de justice et de paix. Et il viendra nous présenter son œuvre à la fin de la cérémonie. Alors Jacques est là, hein, en avant. Il fait noir un peu, mais il est là. Alors, merci Jacques pour cette présence créative. Là, on doit avoir quelque chose. Bon, on commence à peine là, déjà, puis il y a un changement au programme. Nous devions avoir, pour débuter, un message vidéo de Christian Vanasse, plusieurs le connaissent, humoriste et auteur, qui est également un de nos fidèles parrains de la campagne du Coquelicot blanc. Mais on vient de m'informer que nous avons plutôt reçu à la place de cette vidéo un étrange message d'un certain Ron. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il semble important. Alors, prenons le temps, prenons la chance de l'écouter. Alors, Ron, à toi la parole.
Allô, 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 mes petits amis, allô, comment ça va? C'est Ron avec vous. Ben oui, je suis en retraite, puis je fais quand même des affaires avec un micro. Hey, je parle d'actualité. J'ai du fun, moi. Ron, je parle de ce qui se passe dans le monde. Aïe, 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 aïe. Là, tu me demandes. Hey, dis-moi donc, Ron. Ah oui, dis-le. Puis je vais dire, t'as perdu parce que j'avais pas dit. J'en dis. Ah, OK. Non, c'est une face. Je te taquine, j'aime ça parce que, regarde, il y a des gens qui me demandent, Ron, comment t'aurais arbitré ça, toi? Un match Ukraine-Russie. Aïe, 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 pas de niaisage. Poutine, Zelensky, ici. Ah ouais, 5 minutes chacun pour 5 battus, 2 minutes d'instigateur à Poutine, indice d'inconduite, expulsion, ouais, la vidéo à la ligue, suspendu. Wow, ça va faire. Non, mais c'est vrai. Hey, pas, non, tu peux pas faire comme si toute la patinoire t'appartient. Voyons donc, je vais dire, chacun sa patate frite. OK. Oui, je le sais. J'ai vu le match avant, puis l'autre avant, puis l'autre avant. Je le sais. Le temps, le défenseur, il est fatiguant. Il y a des petits coups par en bas, les petits coups. Quand l'arbitre ne regarde pas, ah ouais, il poke. Ouais, j'ai vu. Zelensky devant le filet, il est fatiguant, il est comme Gallagher. T'as le goût, aïe, niaise-moi pas, toi. Puis les frères Azov, aïe, c'est des pas fins, ça. Tu te refais d'abord, pic-poc, ils sortent les couteaux, là. Wow. Mais, l'autre bord, Poutine, ça gagne. Wagner, un gros joueur. Puis Shoigu, il y en a d'autres. Hey, ça joue dur. C'est pas une raison pour jouer brutal, comme si t'étais en Syrie. Voyons donc. Juste le coup de tir, arrêtez ça! Ou ben donc juste la phrase de Louise Latraverse, qui est encore tellement d'actualité. Belle phrase, 2 mots. L'amour Chris. Chaque pas souvent, mais celle-là valait la peine. Non, mais toutes ces histoires-là, les pif-pouf, c'est effrayant. Tu sais, la guerre, c'est la pire affaire qui peut pas exister. Puis il y en a des philosophes qui disent « Oh, la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. » Voyons donc, la politique n'a pas besoin de la guerre, comme le hockey n'a pas besoin des bagarres, ça fait même trop de commotions. Des commotions par million. La phrase la plus intelligente à propos de la guerre, c'est les jumeaux Leroux qui ont dit, dans la guerre des tucs, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Tabasla, c'est tout! On va reprendre notre souffle. Je pense que toutes les interventions ne sont pas sur le même rythme cardiaque. Alors, merci. Maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter la prochaine prestation. Il s'agit dans un tout autre registre, la présentation d'un slam par Jean Baillargeon, qui milite au collectif depuis plusieurs années, et notamment au sein du comité de l'infolettre. J'espère que tout le monde est abonné à l'infolettre. Comme vous le constaterez, Jean aime aussi jouer avec les mots. Son slam va être immédiatement suivi d'un premier épisode d'un collage animé, une création de la marionnettiste Zoé Laporte, membre du collectif, et de Mercedes Roberge, aussi membre du collectif depuis 9 ans. C'est derrière les rideaux, là-bas, que leur travail va s'effectuer. Au fil de la cérémonie, il y aura 2 autres épisodes du collage animé. Mais elle travaille là-bas, mais ça va être projeté ici. Et à chaque fois qu'il y aura une période de collage animé, ces périodes vont être accompagnées par des musiciennes et des musiciens de la fanfare d'occasion, une fanfare militante et communautaire basée à Montréal. Aujourd'hui, elle sera composée de Claire Abraham, David Bowman, Myriam Epp-Lalonde, Bronwen Moen et Carl Pré. Elle nous jouera d'abord Bread and Roses, une chanson issue de la lutte syndicale et des mouvements féministes du début du 20e siècle aux États-Unis, qui célèbre la solidarité, la lutte collective, le respect et les droits fondamentaux et de la beauté du monde. Je me tais là, je laisse la place aux artistes. Alors, Jean. Comme disait mon collègue, la guerre. À la guerre, tu tues ou on te tutoie. On ne te vous voit jamais. C'est impoli, la guerre. Souvent, on louvoie.
on devient des loups. Alors, on loue tes services. On les loue pas cher, mais on te joue l'alléluia de la victoire probable. On se joue de toi sans te le dire. Se battre, ce n'est pas bien vu. Hormis se battre aux cartes ou dans le sport. Pourtant, on fait la guerre sans gêne, sans remords. Tu peux être arrêté pour avoir frappé quelqu'un, mais on subventionne la guerre. Je me tue à le dire, à la guerre, on se tue, alors que la guerre devrait plutôt se taire. Je rêve au jour où le canon se sera tu, sans être remplacé par un avion qui tue ou un gaz qui tue tout autant. Je ne veux pas de la guerre. Je veux qu'on la condamne à perpétuité. On a fait taire des hommes. On a beaucoup et on fait encore taire des femmes. Et maintenant, c'est à eux de cesser. Exigeons du militaire un peu d'humilité. Nous serions bien aises qu'eux se taisent. La guerre-paix, c'est pour ça qu'elle dure. La paix passée, paraît-il. Pourtant, le gouvernement dit qu'il veut la paix, mais fait la guerre. C'est clair, il ment. Ses arguments, l'armement, c'est payant. La guerre nucléaire, c'est pas fort, c'est extra fort. Et si ça pète, personne ne s'en sort. Quel triste sort. J'argue que les armes ne provoquent que l'arme à l'œil. Et je récrimine de façon personnelle contre la guerre à sous-munitions. Parfois, c'est la ruse russe qui réussit et envahit. Je dénonce ces canons qui perpétuent la haine et qui prouvent que si la guerre parfois est civile, elle n'est jamais civilisée et toujours aussi vile. Parfois, c'est l'OTAN qui provoque le vent et frappe des armes inexistantes, des peuples soi-disant asservis, ça en devient délirant. Les militaires veulent toujours aller au front. Leurs chefs sont toujours les plus prompts. Ils ont du front tout le tour de la tête et de la terre, malheureusement. Ils sont frondeurs. Moi, je préférerais que leur ardeur fonde devant notre pacifisme, pas si facile à exprimer ces temps-ci, car la pensée critique est critiquée par les médias à coups de masse et de fausses vérités. Ces faussetés bien subventionnées par les armuriers sont difficiles à désarmer, c'en est désarmant. Des armées de citoyens pourtant s'y engagent, mais trop désunis. Et des États-Unis, eux, en profitent davantage. Allez, enfants de la fratrie, armons-nous de confiance, battons la mesure, levons haut le drapeau de la paix et surtout, marchons derrière, de plus en plus nombreux, en arborant le coquelicot blanc.
Merci Jean Baillargeon, merci Zoé Laporte, Mercedes Roberge et la fanfare d'occasion. Nous allons maintenant poursuivre avec une lecture de Clément Schreiber, membre et collaborateur de longue date du collectif. Clément nous lira un texte de Dany Laferrière, un texte qui a été retrouvé dans les archives du collectif et qui date de la période des grandes mobilisations de l'invasion de l'Irak en 2003. Merci, Clément. La grande question, c'est à la guerre elle-même qu'il faut la poser. C'est quoi cette histoire? Pourquoi la moindre violence qui se fait en notre présence nous répugne à ce point, alors que nous acceptons la guerre comme si c'était une fatalité? Nous sommes de cette génération végétarienne qui refuse qu'on tue un poulet dans un film alors que nous nous assoyons tranquillement devant la télé pour regarder la guerre. Naturellement, nous ne sommes pas d'accord. Mais que faisons-nous pour dire notre désaccord? Pas grand-chose. Et quand nous clamons ce désaccord, on nous répond par la bouche des experts en géographie, en économie, en histoire et en stratégie militaire ou électorale que c'est plus compliqué que nous le croyons. En fait, c'est pas compliqué du tout. C'est simplement quelqu'un qui tue légalement un quelqu'un d'autre. Un enfant peut comprendre ça. Ce qui est compliqué, ce sont les raisons qu'on se donne pour tuer. Il y a deux grandes raisons qui sont à la source de toute guerre, la terre et l'argent. Les paysans sont attachés à leur terre, d'où le nationalisme du sol. L'argent, ce sont ceux qui font du fric en vendant des armes. La guerre est une si bonne affaire qu'il faut l'entretenir constamment, souffler sur le feu. C'est bon pour l'État. Un gouvernement en guerre ne connaît pas d'opposition. Et c'est bon aussi pour les marchands d'armes. C'est surtout bon pour tout système qui se nourrit de la peur de son peuple ou du pétrole de l'ennemi qu'il s'est inventé. En somme, c'est bon pour tout le monde. Sauf pour les petits soldats qui vont crever sans même savoir pourquoi. Le carburant de la guerre, c'est la haine. D'où vient cette haine? Mon fils est mort. Ton fils aussi va mourir. Ça s'appelle le patriotisme. Et ça n'a pas de fin. Et ça fait sourire les marchands d'armes en route vers la banque, et les généraux planqués, et les sénateurs ventrus, et tous ces vampires qui trinquent dans leurs bunkers. C'est le peuple qui meurt, et c'est encore la haine du peuple qui nourrit la guerre. Cela fait un moment qu'on n'a pas entendu un général mort à la guerre. Il fut un temps où c'était une honte pour un général de mourir dans son lit. Cela fait un temps qu'on n'a pas entendu un intellectuel connu mourir à la guerre, ou un fils de la grande bourgeoisie. Il y a des métiers qui sont épargnés. Qui meurt à la guerre? Aujourd'hui, comme hier. Ce sont les fils du peuple. Cette culture, la nôtre, veut que nous ne ressentions rien si nous ne sommes pas concernés. Comment le serons-nous si ceux qui meurent à la guerre n'ont jamais de nom? Ce sont des soldats d'un côté ou des civils, et de l'autre, des terroristes. On tue plus facilement celui qu'on ne connaît pas. On fait la guerre, mais on cache la mort. La guerre dit une seule chose. Notre société repose sur une immense fumisterie. Nous n'avons pas fait un seul pas, rien n'a bougé depuis le néolithique, et je n'ai pas envie d'entendre vos raisons. Je me demande, comme je me suis toujours demandé, comment a-t-on pu envoyer des gens tuer d'autres gens qu'ils ne connaissent pas, tout en continuant à parler de morale, de loi, ou même de Dieu? Comment a-t-on pu nous convaincre d'accepter un tel paradoxe? Mais la plus sinistre plaisanterie de l'État, c'est encore de faire la guerre au nom de la paix. Et cette paix s'appelle la paix du cimetière.
Dany Laferrière. Merci beaucoup, Clément, de porter ces paroles si justes de Dany Laferrière. Maintenant, nous allons entendre le témoignage de Kamel, un Palestinien qui vivait à Gaza jusqu'à son déménagement à Montréal en 2019. À distance, il subit, impuissant, l'enfer du déchaînement guerrier qu'Israël fait s'abattre sur le peuple palestinien de Gaza, et dans son cas personnel, sur toute sa famille qui vit là-bas, dont un frère qui est médecin. Kamel va s'exprimer en anglais et c'est Myriam Epp-Lalonde, de la fanfare d'occasion, qui nous en fera la traduction. Alors, Kamel, Myriam. Bonjour tout le monde. Je suis Kamel, un Palestinien de Gaza. As everybody heard, this is the only French that I can speak. Raymond reached out to me and asked me if I'm willing to talk a little bit about my experience and my feelings. Raymond m'a invité à parler de mon expérience puis de mes sentiments. So I left Gaza 4 years ago. So that means I lived through 6 wars in Gaza. So when someone asks me to speak about what my feeling is or what my experience was during the war, it's hard for me to describe it because j'ai vécu 6 guerres à Gaza et quand on me demande de parler de mon expérience, de mes sentiments, c'est très difficile à décrire. Because for me, this is life, you know? War is a part of life. Seeing dead people on the street is a part of life. Pour moi, c'est la vie. La guerre fait partie de la vie. De voir des personnes mortes dans la rue, ça fait partie de la vie. It's also a part of life to hear consistent bombardment. It's a part of life to be in a situation when you hear an airplane coming by, you think this is an F-16 coming to kill you. Ça fait partie de la vie d'entendre constamment des bombardements. Ça fait partie de la vie d'être dans des situations où lorsqu'on entend un avion voler, on est certain que c'est un F-16 qui vient nous tuer. So, I don't understand I don't know how I feel during the war because it is life. Do I feel afraid? Yes, but fear is part of life. Do I feel anxious? It's part of life. Do I feel scared for my loved ones? It's part of life. For me, war is a part of life. Pourquoi c'est vraiment difficile pour moi de comprendre comment je me sens pendant la guerre, parce que la guerre fait partie de la vie, la peur fait partie de la vie, l'anxiété fait partie de la vie, la peur pour mes proches fait partie de la vie, donc la guerre fait partie de ma vie. So, I do not know what normal is, but I want to take you for 5 or 10 minutes through some situations and experiences that resonated in my head, stayed in the back of my mind, and they always haunt me. Donc, je ne sais pas c'est quoi la norme pour moi, mais j'aimerais vous parler pendant les 5 à 10 prochaines minutes de différentes situations qui ont toujours écho en moi, qui résonnent encore et qui continuent à me hanter.
In 2014, I was supposed to go on a scholarship to study my master's degree in Jacksonville University. 2014 carried out a huge war on Gaza. En 2014, j'étais censée partir à Jacksonville, aux États-Unis, pour faire une maîtrise. J'avais une bourse pour faire une maîtrise. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une énorme guerre qui a éclaté à Gaza. So for me, I found out that I am not going to be able to leave Gaza. It was me and two of my friends. We were staying out late at night, smoking some shisha on the rooftop of a friend's house in Shijaiya. Donc, j'ai appris que je ne pourrais pas partir pour faire mes études. Et puis, un soir, moi et deux de mes amis étions sur un toit à Shijaiya et nous étions en train de fumer la chicha le soir. So, when the war started, when everything started all at once, we suddenly started seeing light bombs everywhere. It's at 12 a.m. in the middle of the night, and the entire sky is just, the color is like the color of fire. Donc, quand la guerre a éclaté, on s'est mis à voir des bombes lumineuses dans le ciel qui éclairaient le ciel, et le ciel est soudainement devenu de la couleur du feu. For us, this was the third war that we lived. So we were laughing, we were taking pictures. It's normal, it's life, you know? So, second day, me and my friend left and left our other friend's place. His name was Mahmoud. Left Mahmoud and we went to our homes. There was a 2-hour truce. Donc, pour nous, ce soir-là, on riait, ça faisait partie de notre vie, on prenait des photos, on ne s'en faisait pas particulièrement. Et puis, le lendemain, mon ami et moi avons quitté la maison de l'ami chez qui nous étions, qui s'appelait Mahmoud. Et puis, le lendemain, il y a eu une trêve de 2 heures. This area, Shijaiya, is a very densely populated area on the borders with Israel. And the same night that we left Mahmoud at his place and we went to our homes, Mahmoud was killed along with his family at the same night in an Israeli airstrike. C'est une région, Shujaiya, qui est très densément peuplée, qui est située à la frontière avec Israël. Et le soir où nous avons quitté Mahmoud chez lui, il a été tué avec sa famille dans le cadre d'un raid aérien israélien. In our home, there was more than 200 people who came as refugees from the borders of Gaza to inside the city. One of them were family and friends. I had a small cousin who's 3 years old. At some point, the men were sleeping in one room and the women were sleeping in the room next to it. Dans notre maison, chez moi, il y a environ 200 personnes qui sont venues se réfugier de l'extérieur des frontières de Gaza vers l'intérieur de la ville. Et puis, donc, il y avait des membres de la famille, des amis qui étaient réfugiés chez nous. Et mon cousin, un enfant de 3 ans, dormait. Les hommes dormaient dans une pièce, les femmes dormaient dans une autre pièce. So, for 51 days in 2014, the way we would go to sleep, for me, the bombing is 24/7. It's all the time. So you can't sleep
For me, I came up with a mechanism in order to be able to sleep. I made a harmony. I made a song in my head where when they bomb, there is the air strike, F-16s, there is the Merkava tanks on the ground, and there is the warships on the sea, on the water. Donc, pendant 51 jours, en 2014, nous étions bombardés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était extrêmement difficile de dormir. Et puis moi, j'ai développé une espèce de mécanisme pour m'endormir. J'ai créé une espèce de chanson. Donc, quand les attaques se produisaient, ça venait en plusieurs vagues. Il y avait les F-16 dans les airs, les tanks sur la terre, et puis les navires de guerre qui venaient de la mer. So when they bomb, they have a harmony to the bombing. So when the F-16 bombs, it goes. This is the F-16. But F-16 bombs every, 20 minutes, 10 minutes. When the tank bombs, there's a very specific sound to the tank. It goes like it sucks all the air and strikes. Donc, le premier son, c'est les F-16 qui bombardaient toutes les vingtaines de minutes. You want to do the F-16 again? Et puis, c'est le premier son, la fusée qui descend qui explose. Et puis, le deuxième, c'était le son des tanks. C'est le son où on a l'impression que l'air est aspiré. So, at night, it goes all through the night. It's the same sound. And because it's one sound, you get used to it, then you can sleep. Sometimes they use other types of bombs. This is explosive barrels. Donc, le soir, on peut s'habituer parce qu'il y a une espèce d'harmonie, une cadence où tu as l'alternance entre les F-16 et les tanks qui font ce bruit-là, mais parfois, il y a un autre son, et c'est le son des explosifs, des barils d'explosifs. C'est peut-être pas le bon terme. So I have my cousin who's 3 years old sleeping in the next room at the middle of the night. Because this harmony of tanks broke with an explosive barrel, he woke up and we're in the same house next to each other. He started screaming and I told him, "Come on in." He refused to come into the room, so I had to go get him. And I asked him, "Why didn't you leave the room and come to me?" And he said, "I was afraid that while on my way from my room, from this room to our room, that the Israelis would bomb me." Donc, mon cousin de 3 ans, un soir, a été réveillé parce que cette cadence, cette harmonie entre les F-16 et les tanks a été brisée par l'autre explosif. Ça l'a réveillé, il s'est réveillé en pleurs, et puis il m'a appelé, je suis allée le voir, puis je lui ai dit, viens avec moi dans ma chambre. Et puis, en fait, il avait peur de venir parce qu'il avait peur qu'en quittant sa chambre pour se rendre dans l'autre pièce, les Israéliens allaient le cibler et le bombarder. And he asked me, "Is there any reason why they are lighting the sky on fire?" Now, I want to jump. This is my experience inside Gaza, and I don't want to take much of your time, but I want to jump to 2023, my experience outside Gaza. I've been here for 4 years, and my entire family still lives there. Donc, pour conclure l'histoire avec mon cousin s'est demandé, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le ciel s'embrase, pour laquelle ils allument le ciel? Donc, ça, c'était mon expérience à l'intérieur de Gaza. Et j'aimerais prendre encore un petit moment pour vous parler de mon expérience à l'extérieur de Gaza. Je suis ici depuis 4 ans. Donc, mon expérience en ce moment, en 2023, avec ma famille qui est restée là-bas.
My youngest brother is a doctor. My youngest brother is a doctor, so he volunteers at the hospital. Now, for me, I am lucky if I'm able to get a text message from my family every 2-3 days saying, hey, don't worry, we're still alive. Mon plus jeune frère est médecin. Il fait du bénévolat à l'hôpital. Et je me considère chanceux quand je peux recevoir un message texte à tous les 2-3 jours des membres de ma famille qui me disent « Ne t'inquiète pas, nous sommes encore vivants ». And because my brother works at the hospital, he leaves home for 1, 2, 3, 4 days sometimes. And I wasn't able to speak to him for the first 3 weeks of the war. I was not able to talk to him. And after 3 weeks, I managed to get a hold of him to call him over the phone. Donc, comme il travaille à l'hôpital, il quitte la maison souvent pour des périodes de 3 ou 4 jours. Et pendant les 3 premières semaines de la guerre, je n'ai pas du tout réussi à lui parler. Après 3 semaines, j'ai réussi finalement à l'avoir au bout du fil. The last time I saw my brother was 10 years ago, and I remember him as a strong guy. However, he broke down in tears. He was not able to hold himself. And he told me what's going on. He told me, Kamil, and I'm not afraid to die. I'm afraid to be at the hospital, working in the emergency room, and I suddenly see my mom, my dad, I see my sister or my nephew laying on the ground, dead. Donc, mon frère, qui est un homme très fort, au téléphone, quand je lui parlais, s'est effondré en larmes. Et puis, il m'a dit, Kamil, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur, quand je suis à l'hôpital, de voir ma mère, mon père, ma sœur, mon neveu par terre, morts. My mom says that if we were to die, I would rather that we all die together so we wouldn't feel the pain. Ma mère dit que si nous devons mourir, elle préfère que nous mourions ensemble pour ne pas sentir la douleur. My brother also tells me his experience in the hospital. At this moment, they are washing wounded people with tap water. They are choosing who to live and who to die because someone needs 1 month of treatment, but that 1 month we can save 10 other people. So we decide that this person is gonna die. We also see people with amputated hands and legs that do not need amputation, but we have to because we have no other chance. Mon frère me parle également de son expérience à l'hôpital. Il me dit qu'en ce moment, il lave les plaies, les blessures avec de l'eau du robinet, qu'ils doivent choisir qui vit et qui meurt, parce que si par exemple une personne a besoin d'un traitement d'1 mois, c'est pas possible, il faut traiter d'autres personnes. Il dit aussi qu'il y a des personnes qui se font amputer sans que ce soit nécessaire, parce que c'est l'alternative la plus efficace. So I wanna finish this by saying this. This is not normal. For me, I lived it and I feel it's normal. This is not normal. Our lives is as precious as anyone else's life. There is no one life that is more important than the other. There's no one deserves more freedom than the other. There is no one who deserves more life than the other. There is no one who deserves more opportunities than the other. It's a very, very simple conflict. It's not a complex conflict. It's not a complex situation. It is very simple, extremely simple. It has one solution.
ceasefire, lift the siege. Let people live their lives. Nobody wants to live in war. Nobody wants to live in anxiety. Donc, j'aimerais conclure en disant que la situation actuelle n'est pas normale. J'ai vécu la guerre et ce n'est pas normal malgré ce que je ressentais. Nos vies sont aussi précieuses que les vies des autres. Personne ne mérite de vivre ou d'être libre plus qu'une autre personne. Chaque vie est précieuse. Chaque personne mérite d'avoir des occasions. Et puis, en fait, il s'agit d'une situation qui est très simple. Ce n'est pas un conflit, une situation qui est complexe. Il y a une seule solution. C'est un cessez-le-feu, la levée du siège et de laisser les gens vivre. So, this is a small part of my experience. I hope and I wish that you would never, ever in your life have to live something similar to this or close to it. I hope that you're always close to your kids, you're close to your grandchildren, you love them, you hold them, you remember you are very, very privileged to be in this kind of society. I hope that you can use your privilege, no matter who you are, no matter what you do. I hope that you can use your privilege to help in the war, to help bring more peace for people to live together without having to go through bombs, sound bites, and tanks, and horrible situations where hundreds of thousands of people die. Thank you. Rapidement, la traduction pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, ce partage d'expérience, c'est mon expérience, ma contribution, et j'espère que vous n'aurez jamais à vivre de situations semblables. J'espère que vous allez garder vos enfants, vos petits-enfants très près de vous, les aimer et réaliser que vous vivez avec un très grand privilège et que ce privilège, vous devriez l'utiliser, peu importe qui vous êtes, pour contribuer à mettre fin à la guerre et à s'assurer que les gens puissent vivre en paix sans avoir des bombes, des sifflements, des tanks constamment autour d'eux. Merci Kamel pour ce témoignage, pour nous avoir fait vivre en quelques minutes même les sons du quotidien du peuple de Gaza. Et nous avons entendu votre témoignage et nous profiterons de notre privilège de pouvoir vivre dans un monde ici où on n'est pas menacé à tous les jours. Alors maintenant, j'inviterai Guy Robert, écrivain et homme de lettres connu sous le nom de plume de André Guy Robert. Il va nous livrer un texte intitulé « Litanie » qui a été publié dans la revue Possible. Cette lecture va être suivie d'un deuxième collage animé de Zoé et Mercedes que la fanfare d'occasion va accompagner cette fois de la chanson « Hymn to Freedom » dont la musique a été composée par Oscar Peterson, musicien noir montréalais, et les paroles écrites par Harriet Hamilton, une chanson emblématique du mouvement pour les droits civils qui parle d'union, de dignité, d'harmonie et de liberté. Monsieur Robert. Litanie. Oracle des âmes de bonne volonté. Tu ne tueras point. Souffrance
du peuple ukrainien. Tu ne tueras point. Souffrance du peuple tchétchène, du peuple kurde. Tu ne tueras point. Souffrance du peuple syrien, du peuple irakien, du peuple afghan, arménien, iranien. Tu ne tueras point. Souffrance du peuple libyen, du peuple yéménite, éthiopien, somalien, sud-soudanais. Tu ne tueras point. Souffrance des peuples tibétains, ouïghours, hongkongais. Tu ne tueras point. Souffrance du peuple palestinien, du peuple israélien. Souffrance des Rohingyas, des peuples cambodgiens, philippiens, colombiens. Tu ne tueras point. Souffrance du peuple rwandais, souffrance du peuple haïtien. Oracle, oracle des âmes de bonne volonté, tu ne tueras point. Souffrance des peuples autochtones, souffrance des Indiens d'Amazonie, souffrance des dépossédés, souffrance des persécutés, des torturés, des laissés pour morts. Tu ne tueras point. Tu ne. Sur quel ton faut-il te le dire? Toi, la nuque raide. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne feras point souffrir. Point. Alors, toutes mes excuses, Zoé et Mercedes. Et merci à la fanfare d'occasion qui, cette fois, nous a présenté la chanson Hymn to Freedom, dont la musique a été composée par Oscar Peterson, un musicien noir montréalais. Et les paroles écrites
par Harriet Hamilton. C'est une chanson emblématique du mouvement pour les droits civils qui parle d'union, de dignité, d'harmonie et de liberté. Alors maintenant, nul autre que Martine Éloi, que la plupart d'entre vous connaissez. À toi la parole, Martine. Bonjour. Vraiment, merci beaucoup d'être ici cet après-midi pour ce jour du souvenir. Avant d'être devenu une journée du souvenir, une journée de glorification de la guerre, cette journée était conçue pour se rappeler de toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale, de façon à ce que de tels carnages n'aient plus jamais lieu. De toute évidence, l'objectif n'a pas été atteint, c'est le moins qu'on puisse dire. Chaque année, alors que nous parlons de souvenirs, il y a des guerres, des massacres qui emportent des civils, des hommes et des femmes. Chaque année, alors que nous parlons de ce souvenir, il y a des guerres qui laissent des millions de personnes sans foyer, parfois à l'intérieur, mais souvent à l'extérieur de leur pays. Des millions de personnes qui se retrouvent ainsi dans les camps de réfugiés. En un an, le nombre de réfugiés de l'Ukraine est passé de 27 300 à la fin de 2021 à près de 5,8 millions. Depuis le début de la crise au Soudan, 5,7 millions de personnes ont fui leur habitation. D'après le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, le nombre de personnes déracinées, c'est-à-dire déplacées à l'intérieur de leur pays ou forcées de quitter leur pays, a atteint un sommet inégalé de 110 millions de personnes fin 2022. Et en hausse, ceci était en hausse de près de 20 millions par rapport à l'année précédente. Il y a des guerres qui laissent des millions de personnes dans la faim. Au Yémen, en date de septembre dernier, après 9 ans de conflit armé, 21,6 millions de personnes, soit 75% de la population, avaient besoin d'une aide alimentaire. Saviez-vous que d'après le Programme alimentaire mondial de l'ONU, le PAM, les guerres restent le principal moteur de la faim et 60% des personnes souffrant de faim dans le monde vivent dans des régions touchées par la guerre et la violence. Et dernièrement, cela ne fait qu'augmenter. Les nouvelles de Palestine sont toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Personne n'est épargné, ni les malades, ni les blessés, ni les personnes âgées, ni les enfants. Kamel nous en a donné un aperçu horripilant de ce carnage en Palestine. Le massacre de civils, hommes, femmes et enfants, nous laisse avec un profond sentiment de colère et d'impuissance. Or, nous devons rompre avec ce sentiment d'impuissance. Nous devons refuser d'être complices et reprendre notre pouvoir de citoyen. Toutefois, pour ça, on doit être des centaines de milliers dans la rue. Et pour être des centaines de milliers dans la rue, nous devons percer le mur de la propagande qui est essentiel à soutenir l'édifice de la guerre. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler, non pas des guerres qui ont lieu actuellement, mais plutôt de certains mécanismes utilisés par les gouvernements dans un effort de rendre leur guerre acceptable et de s'assurer ainsi de notre appui, nous, la population. D'abord, il y a les mensonges et les faux prétextes invoqués pour justifier les guerres. Ceci est d'autant plus important que le développement du numérique rend possible la diffusion de fausses informations à une vitesse incroyable. Le récit justifiant les guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie est que l'intervention militaire visait à libérer ces pays du joug de fanatiques religieux et de dangereux dictateurs turcs au nom de la défense de la démocratie. Il est difficile de prendre ce prétexte au sérieux alors que les États-Unis ont comme grands amis certains des dirigeants répressifs et antidémocratiques tels que ceux de l'Arabie saoudite. Parfois, ces mensonges quant aux objectifs de guerre sont accompagnés de révélations choc, tout aussi mensongères, et parfois même d'images qui sont de puissants outils pour galvaniser la population derrière les dirigeants. Et même si on les contredit, quelques jours plus tard,
elles auront laissé des traces dans nos cerveaux. Dans le cas de la guerre en Ukraine, Biden et ses alliés ont présenté leur rôle comme étant un rôle de soutien au peuple ukrainien. Or, en mars 2022, le président Biden a lui-même admis souhaiter un changement de régime en Russie et vouloir se débarrasser de Vladimir Poutine. Tous ces faux prétextes, voire ces mensonges, servent à conquérir les cœurs et à s'assurer de l'appui inconditionnel de la population, alors que le mobile réel de ces guerres est la défense d'intérêts géopolitiques et la quête de ressources stratégiques. Puis, il est important de démasquer et de refuser la déshumanisation, employée pour faire accepter l'inacceptable, réduire l'autre à un statut d'inhumain et l'assimiler à un animal où le traité de barbare permet à l'agresseur de justifier son élimination. La propagande nazie présentait les personnes juives comme de simples rats. À la suite des attaques du 7 octobre dernier, nous avons entendu le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, affirmer qu'Israël se bat contre des animaux. La culture militaire ne peut s'encombrer de nuances et d'une compréhension de la complexité des intérêts et des positions. Et surtout, ça doit être clair que l'ennemi incarne le mal et notre gouvernement incarne le bien. Pour que la population ne s'aventure pas à questionner ou pire, à remettre en question la justesse de ses actions. C'est ce que Benjamin Netanyahou a fait en affirmant « Gaza est une ville de mal ». Un auteur et professeur américain, Charles Eisenstein, décrivait le phénomène comme suit: que son propre camp est identifié comme étant du côté de bien, dès que son propre camp est identifié comme étant du côté du bien, et celui de l'autre camp comme étant du côté du mal, une fois ce concept bien ancré, tout acte devient justifié. Après tout, il s'agit d'un coup porté par le bien contre le mal. La dénonciation des opposants découle tout naturellement de cette vision manichéenne du monde et contribue d'ailleurs à façonner le nous contre eux. George Bush avait résumé cette vision dans la phrase devenue célèbre: « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous ». Et cette phrase mène à toutes sortes de dérives et d'atteintes aux droits humains. Ce n'est pas d'aujourd'hui, lors de la Première Guerre mondiale, Romain Rolland, un humaniste et prix Nobel de la littérature, qui a dénoncé la démence dans laquelle avait sombré l'humanité au moment de la Première Guerre mondiale, avait été accusé d'être un traître à la patrie française et un agent de l'ennemi. Et il avait dû s'exiler. Plus proche de nous, en 2003, ceux et celles qui s'opposaient à l'invasion de l'Irak par les États-Unis se faisaient reprocher d'appuyer Saddam Hussein et d'abandonner le peuple irakien à ce dictateur. Nous faisons face aux mêmes arguments aujourd'hui dans le cas de l'Ukraine et de la Palestine. On a beau répéter à satiété que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est contraire au droit international et condamnable, on est malgré tout perçu comme poutiniste lorsqu'on critique l'OTAN. En fait, la démonisation de l'ennemi est essentielle pour ensuite discréditer la parole des opposants, qui sont alors assimilés à des traîtres et ainsi assurer l'inviolabilité du récit officiel. Cette caricature grotesque des opposants à la guerre conduit à la répression et à la censure. Lors du International Peace Conference, tenu à Vienne le printemps dernier, la réservation d'une salle où devait avoir lieu une grande conférence a été annulée. La raison officielle, les soupçons d'allégeance pro-russe de deux conférenciers, soit nul autre que Jeffrey Sachs et Noam Chomsky. La vraie raison est probablement plutôt du côté de leur critique très documentée et donc crédible de la politique états-unienne. Ici même, depuis le printemps dernier, plusieurs événements ont été annulés car les points de vue véhiculés étaient critiques des positions de l'Occident. Le 6 novembre dernier, la semaine dernière donc, la projection d'un documentaire produit par une cinéaste libanaise réputée internationalement, qui devait prendre l'affiche au cinéma du Parc,
a été annulée. Les motifs invoqués étaient une question de sécurité et le caractère politique de la projection. La criminalisation de la dissidence nous fait d'ailleurs craindre le retour d'un certain macartisme. Cette politique états-unienne qui avait criminalisé toute opposition sous le chapeau des communistes pendant la guerre froide. La criminalisation de l'opposition bâillonne l'expression des points de vue divers qui pourraient alimenter le débat public et affiner notre compréhension des enjeux. Cela resserre l'étau de la propagande et du récit officiel. Il faut se rappeler que même si les gouvernements ne respectent pas toujours la volonté de la population, ils ont tout de même besoin de l'appui de l'opinion publique pour mener des guerres. Notez que la guerre au Vietnam a pris fin lorsque le gouvernement a perdu l'appui de sa population, entre autres après la parution du Pentagon Papers et la tuerie des manifestants et manifestantes à l'université Kent State. En terminant, j'aimerais rappeler la phrase tristement célèbre « La vérité est la première victime de la guerre ». Le premier ministre de Grande-Bretagne, David Lloyd George, disait pendant la Première Guerre mondiale, il y a plus de 100 ans de ça, que si les gens savaient la vérité, la guerre prendrait fin immédiatement. Dans le contexte de la guerre au Vietnam, Chomsky disait en 1967 que ceux qui en ont les moyens ont la responsabilité de dire la vérité et de dénoncer le mensonge. Démasquer les faux prétextes invoqués pour faire la guerre, refuser d'être bâillonné lorsqu'on a des points de vue critiques, combattre la déshumanisation de l'ennemi, insister sur le respect des droits de tous et les êtres humains, devraient figurer parmi nos grandes priorités. C'est ainsi qu'on peut commencer à faire des brèches dans l'édifice de la propagande et se réapproprier un pouvoir en tant que citoyen, citoyenne. Plus que jamais dans le contexte actuel de la guerre génocidaire en Palestine, on ne doit rester silencieux et silencieuse. Et tout ça pour qu'un jour, le cri du cœur des populations après la Première Guerre mondiale, plus jamais, devienne une réalité. Merci bien. Merci, Martine. Alors maintenant, c'est au tour de Laurent Fontaine, chanteuse, qui va nous chanter a cappella une chanson de sa composition intitulée « Soyons là ». Militante féministe, auteure, compositeur et interprète, Laurent est également travailleuse communautaire au sein du regroupement Naissance respectée. Après, il y aura une troisième et dernière présentation du collège animé de Zoé et Mercedes, accompagnée de la fanfare qui va jouer « We Shall Overcome », chanson inspirée d'un hymne gospel devenu chanson de lutte. Lorraine. C'est pas sans apercevoir. Tu sais, le son qui sonnait derrière, ça m'a vraiment fait penser au témoignage qu'on a entendu. La chanson que je vous chante, il y a un message clair, c'est que chaque voix compte. Chacun de nous, chacune de nous doit porter sa voix pour dénoncer les injustices. Et j'ai inclus à l'intérieur des 4 couplets des slogans que j'ai scandés lors de plusieurs manifestations depuis les années 80. Durant ma vie, j'ai témoigné de changements inespérés.
le mur de Berlin écrasé, Mandela libéré, Free Nelson Mandela. Aux milliers, ajoutons nos voix, nous soyons là, soyons là, soyons là, transperçons tous les cœurs incrédules, commençons. Arrêtons d'être aveuglés par ceux qui ne cherchent qu'à opprimer. Racisme, guerre et génocide, dénonçons-les. Solidarité avec les peuples du monde entier. Aux milliers, ajoutons nos voix. Soyons là, soyons là, soyons là. Transperçons tous les cœurs incrédules. Commençons. Si on refuse l'humanité, on laisse la haine s'enraciner. D'autres chemins sont à créer. Construisons-les. Every child matters. Chaque enfant compte. L'eau est la vie. Water is life. Aux milliers, ajoutons nos voix. Soyons là, soyons là, soyons là. Transperçons tous les cœurs incrédules. Commençons. Un jour nous ne serons plus là. Le temps nous bercera dans ses bras. Tissons chaque jour un autre monde de justice. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Aux milliers, ajoutons nos voix. Soyons là, soyons là, soyons là. Transperçons tous les cœurs incrédules. Commençons, 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 commençons. La la, la la, la 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 la. La 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 la.
Alors maintenant, merci aussi à Lorraine pour ce chant militant qui nous a rappelé des slogans toujours d'actualité. Alors, maintenant, j'inviterai à venir nous rejoindre Jacques, qui va nous présenter son œuvre. Ben oui, alors, All You Need Is Love, c'est inspiré d'une chanson des Beatles. Je pense que c'est peut-être John Lennon qui avait écrit ça. Et on peut voir sur le côté, sur l'arbre aussi, c'est écrit, si on peut tasser un petit peu le dessin, juste un petit peu par ici, là, juste pour qu'on puisse voir le texte encore plus. Alors, c'est écrit, Imagine there's no countries, nothing to kill or die for, and no religion too. Alors, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ce serait un monde sans frontières, je suis un artiste, je peux rêver un peu, on peut passer les considérations socio-politiques, économiques, etc. Mais j'essaie d'imaginer quel beau pied de nez à faire dans des situations de guerre abominables, horribles, d'avoir deux êtres qui s'aiment, puis de dire, bon, ben, on va s'aimer plutôt que de se faire la guerre, puis on va faire des bébés. Alors, on peut imaginer, on peut voir à droite en bas, on peut voir tous les va-t-en-guerre, tous les généraux, tous les Netanyahou, puis tous les marchands d'armes, etc., qui se ramasseraient un peu le bec à l'eau. Parce que je ne sais pas si on a parlé d'armes tout à l'heure, on a parlé de missiles, de roquettes, de F-16. On a un vocabulaire assez étoffé. Même les jeunes enfants connaissent toute la panoplie maintenant. Et puis, on parle entre autres, dans le cas de la Palestine, on parle du dôme de fer, je pense, que du dôme de feu, je ne sais pas trop quoi. Alors, c'est des missiles qui sont envoyés sur d'autres missiles. Mais je ne sais pas si vous savez combien ça coûte un seul de ces missiles-là pour envoyer. Moi, je sais que je pourrais payer mon hypothèque juste avec la moitié d'un seul missile comme ça. C'est que ça n'a pas d'allure. C'est abominable. À qui, en fait, on faudrait se poser la question, à qui profite le crime, en fait? Et j'ai représenté en bas à gauche d'autres personnes qui s'aiment. Si on peut monter un petit peu le dessin, juste pour qu'on puisse voir les autres danseurs ou les autres personnes qui s'aiment. Alors, tantôt, André Guy a parlé dans sa litanie, dans sa triste litanie, il a parlé du Sud-Soudan, il a parlé des Ouïghours, il a parlé peut-être du Congo, il a parlé de tous les peuples qui souffrent et qui sont malheureux sur Terre. Alors, bien sûr, il y a les Houthis du Yémen, et avec l'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Russie et l'Ukraine, qu'on oublie en ce moment un peu. Et tous ces gens-là s'aiment. Et pourquoi pas? Et ça existe. C'est pas simplement dans la fabulation, dans l'imagination. Je peux vous trouver des gens de différentes cultures et qui s'aiment. Il y a des Ukrainiens, il y a des Russes qui peuvent tomber en amour, qui sont tombés en amour et qui ont fait des bébés. Alors, c'est ça un peu c'est ça un peu le message. Faites des bébés. C'est vraiment damer le pion à tous ces imbéciles qui érigent des murs, qui érigent des barrières. On peut penser, on peut imaginer qu'on est des utopiques, nous tous qui sommes rassemblés dans cette salle ici. Mais je suis certain que vous êtes comme moi. Moi, ce qui m'inspire en faisant ces dessins-là, c'est le fait que des fois, je me réveille la nuit. Et j'arrive pas à dormir parce que je pense vraiment à ça. Et pourtant, je suis alimenté par les journaux, les réseaux sociaux. Je vois ce qui se passe là-bas, des images, des films abominables. Et pourtant, à un moment donné, il y a quelqu'un comme Kamel qui vient ici et qui nous parle en direct, qui nous dit que sa famille là-bas, ses cousins, ses frères, etc., qui souffrent dans leur chair. Et là, on voit que c'est vrai. Donc, moi, c'est ce qui m'alimente, c'est ce qui j'essaye, avec mes modestes moyens, d'un peu de faire sourire les gens, puis d'alerter un petit peu. Parce que des fois, c'est un peu gênant, je ne sais pas si vous vous ramassez dans cette situation-là, parfois on peut se ramasser avec des camarades, on peut se ramasser avec des gens du milieu du travail, etc. Et puis quand on se met à leur parler de ces situations-là, de ce qui se passe dans certains pays, des fois on passe un peu pour un emmerdeur, ça les emmerde un peu. Le Canadien a-tu gagné comme Détroit hier? C'est ça qui est important des fois. Et puis il y a les gens aussi
aussi qui se déconnectent aussi de ça, qui disent « Ah, je suis plus capable, c'est trop compliqué à comprendre toutes les interactions et tout ça ». Alors, mais on n'a pas le choix, il faut absolument parce que j'espère qu'un jour, on va reconnaître que, dans le fond, on avait raison. Et là-dessus, c'est drôle. J'ai fait, il y a quelques années, un voyage. Je terminerai là-dessus. J'ai fait un voyage, il y a quelques années, avec ma fille. Et elle avait quel âge? À l'époque, 19 ans. Et puis, on est allé au Vietnam. C'est une longue histoire. Elle était supposée partir 3 mois. Puis finalement, bon, elle partait toute seule. J'étais un peu inquiet. Puis elle m'a dit, ben papa, viens avec moi. Mais je dis, moi, je travaille, je peux pas. Ben écoute, OK. Je me suis arrangé. Je suis parti 1 mois avec elle. Et puis, rendu à Hanoï, on était assis dans un café et il y avait autour de nous, il y avait des Canadiens, il y avait des Américains, des Australiens. Et tout le monde buvait, chantait à 2 heures du matin, etc., etc. Et là, je me disais, mais c'est quand même assez incroyable. On a balancé des centaines de tonnes, des milliers, peut-être même des millions de tonnes de bombes sur le Vietnam, sur Hanoï, avec des B-52. Il y a eu des centaines de milliers de morts, des millions de morts. Et les gens ces Américains-là sont en train de boire, ils ont 20 ans, ils sont heureux, etc. Et puis, c'est pas possible. On a fait tout ça pour rien, tu sais. Et ma fille me disait, ben, papa, arrête de penser à ces affaires-là, puis relaxe un peu, là, écoute, on est en vacances, etc. Donc, les choses changent, les choses passent, puis on peut s'imaginer, quand on est vieux comme moi, puis on a vécu dans les années 60, on a pensé au... tiens, il y a une souris qui se promène là. Dans les années 60, il y avait c'est ça, là, on parlait du Cambodge, du Vietnam, du Laos, c'était absolument terrible. Et puis, à un moment donné, aujourd'hui, ben, c'est terminé. Les gens s'en vont faire des croisières sur la baie d'Along, et puis tu vas à Saigon, tu vas à Hanoï, etc. Tu dis, mais c'est quand même pas possible. Les humains ont été vraiment cons à cette époque-là. C'est pas possible de s'entre-déchirer comme ça. Et je pense que peut-être ça va être la même chose un jour dans cette région-là du monde, au Moyen-Orient, et puis on va s'apercevoir dans 30 ans... Peut-être qu'on va être mort, en tout cas moi je vais être mort, et on pourra dire, ah mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on avait à faire des conneries pareilles? Voilà. Ben, là-dessus, vraiment, j'ai trouvé les textes vraiment fabuleux, les textes, entre autres, de Denis Laferrière, lus par Clément, et puis Martine aussi, vraiment, c'est vraiment inspirant, puis c'est ce qui contribue à faire que je continue à faire des dessins sur des thèmes d'horreur comme ça, mais en même temps, il faut mettre un petit peu de sourire là-dessus. Merci tout le monde.